Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'expatriation. Dans un premier temps, on discutera de ce sujet ensemble, puis nous irons à la rencontre de Didier qui est actuellement expatrié en Chine. Alors pourquoi s'expatrier? Quels sont les avantages et inconvénients imaginés et réels et quelles influences sur la manière de vivre et voir les choses? Allons en discuter. Avez-vous déjà été expatrié? Alors, j'ai vécu en Indonésie, mais pour un service militaire en coopération à Jakarta. Pendant 10 ans, en Sierra Leone, au Niger, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Je travaille dans l'humanitaire. Provisoirement sur des emplois, sur des saisons. Oui, je suis indonésien, donc ça fait 3 mois que je suis 3 ans pardon, que je suis en France. J'ai vécu à l'étranger. Oui. En Croatie. À Sydney, en Australie, d'abord, puis à Hong Kong, puis au Gabon, à Libreville, très peu de temps. Oui, j'étais expatriée à Hong Kong pendant 15 ans. Oui, mais pas très longtemps, quelques mois. Donc, aux États-Unis et puis en Angleterre. J'ai travaillé à l'étranger, mais pas en expatrié. Je faisais des allers-retours au bout de 15 jours dans ces cas-là. J'ai vécu aux États-Unis quand j'étais jeune, j'étais professeur à la faculté de Chicago. Et selon vous, quels sont les avantages et inconvénients à s'expatrier? Les avantages, ça peut être financier, ça peut être aussi au niveau de personnel pour peut-être échapper aussi à une situation compliquée. Et après, en rentrant dans notre pays de naissance, ça permet peut-être d'être un peu plus tolérant. C'est la découverte d'un nouveau pays, d'une nouvelle culture, de nouveaux horizons. Ouais, je suis extrêmement chauvine, donc je sais pas du tout. S'ouvrir l'esprit, rencontrer de nouvelles personnes. En fait, je m'expatrierais si j'avais une garantie que ça s'arrête à un moment. C'est-à-dire sur une durée, comme un CDD. Parce que je pense qu'on ne peut pas être très loin de ses amis et de sa famille trop longtemps. C'est sûr que c'est vraiment pour les compétences aussi linguistiques pour moi, d'avoir beaucoup plus d'expérience professionnelle. Tout est différent et c'est un immense, des découvertes quotidiennes. Oui, et puis ça donne l'occasion de voyager. On a été nettement mieux payé à l'étranger qu'en France. Maintenant, les inconvénients, c'est effectivement le déracinement des enfants. Si vous n'arrivez pas vraiment à vous intégrer, il y a des pays qui sont quand même très compliqués. Parce que quand tu dépenses tout pour venir, après tu restes une année, c'est un peu compliqué. Il y a les volontaires et les pas volontaires. Dans ma tête, c'est involontaire. Et si c'est involontaire, c'est horrible. Si on veut s'expatrier, c'est autre chose, oui, pourquoi pas. Surtout quand on rentre à nouveau chez soi, se dire finalement c'est pas plus mal, on est bien ici. Est-ce que vous pensez qu'il y a un âge idéal ou une situation idéale pour s'expatrier? Oui, l'âge idéal, c'est effectivement de partir assez jeune, à mon avis. Je pense que le plus tôt est le mieux. Plus on est jeune et plus on est flexible sur plein de choses, sur le confort, sur le travail. Ça dépend vraiment de si on se sent prêt, si on est prêt à affronter parce que ça sera un nouveau défi. Et du coup, voilà. Il n'y a pas d'âge pour moi idéal. Il y a une question qui est avec famille ou sans famille. Votre employeur peut vous emmener en fait à vous expatrier. Mais c'est effectivement plus facile, c'est un projet qu'on décide seul lorsqu'on n'a pas d'attache. En fait, quand on n'a pas d'attache, pas d'enfant et pas de compagne stable, et puis quand on est quand même un peu plus jeune, mais il y a des gens qui s'expatrient plus vieux. Après, ça dépend de la nature de la personne. Ici en France, il y a encore de discrimination selon la race ou bien sur nationalité aussi. Donc voilà, c'est aussi par rapport à la relation diplomatique, politique aussi également. Donc, Ce qu'il faut, c'est être ouvert et être curieux et se laisser surprendre. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler du contexte de ton expatriation? Alors, je suis Didier, j'ai 60 ans, je
suis français et expatrié. Alors, en fait, je suis tombé un peu par hasard sur un ancien ami français d'origine asiatique qui s'est installé à nouveau en Chine et qui a ouvert là-bas une trading textile en mai 2016. Et à cette époque-là, donc, il recherchait un Européen qui soit susceptible de se déplacer assez facilement et qui puisse l'aider dans son développement et son organisation. En avril 2017, finalement, il m'a demandé de superviser la production au Vietnam. D'accord. Et donc j'avais eu l'occasion de me rendre déjà plusieurs fois là-bas. J'avais aimé l'énergie qui se dégage de cette région, l'effervescence également du pays, et puis la positivité des gens, qui contrastait avec, je trouve, l'ambiance un peu morose, triste qu'on avait, en tout cas à l'époque, ici en France. Alors, je venais de divorcer, mes enfants étaient des adultes, comment dire, confirmés, et donc j'étais célibataire et sans engagement, donc j'avais aucune raison de refuser, et au contraire, justement, j'avais toutes les raisons d'accepter cette proposition. Et donc je suis devenu expatrié en juillet 2017 en m'installant à Ho Chi Minh, ou Saigon, selon la façon dont on veut l'appeler, au Vietnam. Voilà, c'était ma première expérience. Ensuite, en mars 2019, finalement la société m'a demandé de m'installer à Guangzhou, à côté du siège. Et donc je me suis retrouvé en Chine. Et par contre, je continuais à aller régulièrement au Vietnam. Et j'y suis resté en fait jusqu'en juillet de l'année dernière. Depuis, en fait, j'ai créé ma société, ma propre société à Hong Kong. Et donc je prévois de repartir là-bas et de passer mon temps entre la Chine et le Vietnam dans les mois et les années à venir. Comment est-ce que tu imaginais ton expatriation et est-ce qu'il y a des décalages entre notamment des avantages et des inconvénients que tu avais pu imaginer? Alors en fait, je me suis jamais vraiment projeté. Pour moi, le fait de travailler à l'étranger, c'était surtout pouvoir faire de belles découvertes humaines, culturelles et géographiques. Et également, c'était synonyme de chaleur. Voilà. C'est sûr que le climat peut être extrême. La chaleur est parfois vraiment accablante et il peut y avoir un taux d'humidité maximal. Il y a aussi le fait qu'il peut y avoir des pluies qui sont assez violentes et continues. Parfois même, ça va jusqu'au typhon, donc il y en a de plus en plus, qui entraînent quand même d'importants dégâts et qui sont parfois meurtriers. Ensuite, il y a la surpopulation, qui fait que, là-bas, toutes les grandes villes, en fait, sont des mégalopoles. Alors, par exemple, au Vietnam, et en particulier à Saigon, la circulation est peut-être chaotique. Se déplacer en voiture, c'est toujours très aléatoire, on perd un temps fou. Être piéton, ça reste aussi quelque chose de dangereux. Même les trottoirs ne nous appartiennent pas. Et traverser, c'est toujours aussi quelque chose c'est une épreuve, tout simplement. Alors le scooter est roi, et il est aussi la cause de nombreux accidents. Alors c'est un peu moins vrai en Chine, dans le sens où là-bas les infrastructures sont beaucoup plus développées. D'accord. Par contre, ce qu'on ressent, pour moi la difficulté, c'est plus quand on se déplace, par exemple pour aller de Canton à Shenzhen, on parcourt 140 km où on ne voit pas de nature, pas de campagne, l'urbanisme est partout. Alors il y a aussi la faiblesse, on va dire, de l'offre culturelle. C'est sûr que ne pas vraiment avoir la possibilité de faire des expositions, d'aller
au théâtre, à l'opéra, à des concerts. Et le fait de manquer aussi de variété dans la proposition des films, ça crée un manque. Voilà, ça c'est aussi un des éléments. Ce qui me manque le plus aussi là-bas, c'est le silence. Le silence est un vrai luxe. J'ai vraiment fait de très belles rencontres en Asie, en Chine comme au Vietnam, à titre professionnel ou à titre privé. Par contre, bon, il y a un énorme contraste entre la bienveillance et le côté accueillant des Vietnamiens et l'accueil chinois. Les Chinois, quand on les connaît, sont vraiment des gens joviaux. Mais au premier abord, la première rencontre, ils sont très distants, ils peuvent même être indifférents. C'est probablement moi ce qui m'a poussé à titre privé à me déplacer là-bas plus au Vietnam ou dans les pays alentours comme le Laos, la Thaïlande, le Cambodge. Alors qu'en fait, en Chine, j'en suis resté au déplacement purement professionnel. D'accord. Ensuite, bon, évidemment, d'abord, l'Asie est tout simplement, c'est magnifique. C'est, comment dire, un choc esthétique. Il y a une variété de paysages assez incroyables. On ne se lasse pas de se déplacer et de découvrir. Il y a une très grande richesse culturelle, évidemment. Et vraiment, c'est une explosion de vie, de sons, de couleurs. Si on fait un minimum de recherche, on peut profiter de tous ces avantages dans des conditions financières vraiment intéressantes. Et en général, de toute façon, la vie de tous les jours est nettement moins chère en Asie. Quelles sont les caractéristiques d'une vie d'expatrié, en Asie en tout cas, et pour toi? Alors, les premiers mois, évidemment, sont les plus faciles. C'est la période euphorique. Et puis, rapidement, évidemment, il va y avoir le choc culturel et les manques qui vont commencer à apparaître. Généralement, c'est au bout de 3 ou 4 mois. Je pense que c'est à peu près ce qui m'est arrivé. Et là, on réalise vraiment qu'il faut se refaire une vie, il faut se créer à nouveau des repères. Et ce qui est très important, c'est aussi d'essayer de calmer un peu l'énergie et l'impatience que l'on a quand on aborde comme ça un nouveau projet. Rencontrer des expatriés, des Français ou des Européens, c'est toujours très agréable parce que c'est un échange en fait d'informations, d'expériences et quelque part ça rassure. Mais après, bon, moi j'ai fait le choix de plutôt essayer de rencontrer les gens du pays. Et quel défi majeur et quel accomplissement majeur grâce à cela? Alors, le premier défi majeur, c'est la langue. Malheureusement, je n'ai appris ni le chinois ni le vietnamien. Ce sont deux langues vraiment très complexes, avec énormément de tons. Le fait que j'ai eu aussi des missions d'une durée un peu indécise m'a servi de mauvaise excuse pour ne pas faire plus d'efforts dans l'apprentissage de la langue. Et au-delà du problème de la langue, il y a aussi l'interprétation de la langue. Et par exemple, un oui est rarement un oui. C'est-à-dire qu'on ne peut absolument pas se fier à un oui. Il y a aussi le fait qu'il est compliqué d'avoir une discussion franche et directe à cause du besoin constant de faire attention de ne pas perdre ou faire perdre la face. Le deuxième défi, ce sera l'insertion sociale. C'est assez difficile quand même d'avoir des rapports aussi profonds avec les gens que ceux que l'on a en Europe. Tout simplement parce que en Asie, la notion de l'amitié n'est pas la même que chez nous, et c'est toujours la famille qui prime. Un défi qui est évidemment très important pour la fin, c'est que
il y a l'éloignement, le fait d'être séparé de ses enfants, même quand ils sont adultes. Et c'est probablement ce qui pèse le plus dans tout ça. Et également le fait de ne pas avoir sa famille et ses amis à proximité. Heureusement, aujourd'hui, on peut quand même disposer de pas mal d'outils de communication et en dehors de la période de Covid, il y a normalement des vols réguliers, quasi quotidiens. Je pense que pour bien s'expatrier, je pense qu'il faut savoir être flexible, sociable, tenace, résistant et l'accomplissement en fait c'est de parvenir à être tout cela malgré les moments plus ou moins longs ou fréquents de doute, de solitude. Disons que c'est un petit peu la raison, on va dire, existentielle de l'expatriation. La découverte de soi-même et du monde qui nous entoure. Et comment penses-tu que cela impacte ton rapport aux autres, au monde et est-ce que tu penses aussi que ça a une influence peut-être sur ton sentiment d'appartenance à un pays ? Alors déjà, je sais la chance d'être français. Je le réalise encore plus au quotidien en tant qu'expatrié. Au travers de tous les voyages que j'ai pu faire, que ce soit en Afrique subsaharienne, au Maghreb, en Turquie, et puis maintenant avec cette expérience asiatique, effectivement, il y a aussi des moments, peut-être étrange à dire, mais on se sent un peu citoyen du monde. Et je pense que justement, ce qu'apporte l'expatriation, c'est une expérience plus approfondie du dialogue, de l'écoute, de l'échange, qui ouvre les frontières en fait. Et t'envisages comment la suite ? Est-ce que tu comptes rester là-bas ou revenir en France ? Alors, j'ai besoin de revenir régulièrement, ça c'est une évidence. Et je me considère comme un privilégié puisque je reviens quasiment tous les trimestres pour au moins 8 jours. Et je me rends compte qu'en fait, je reviens désormais presque plus comme un touriste. Je suis très heureux de revenir évidemment. Je retrouve mes enfants, ma famille, mes proches. Et je réalise que depuis que je suis parti, en fait, à chacun de mes retours, il y a beaucoup plus de disponibilité. Parce que chacun sait que je suis là pour un temps plus limité. Ensuite, pour des raisons professionnelles, oui, il faut que je ne peux pas envisager de rentrer tout de suite. Et à titre personnel, pour l'instant, j'arrive à y trouver quand même mon compte. Donc je ne me pose pas encore la question. Mais le retour se fera probablement progressivement au fil des ans. Et en tant qu'expatrié français en Chine, comment tu as vécu la situation du coronavirus ? Mon retour en Chine a été un peu particulier. Tout à coup, j'ai vraiment ressenti qu'en tant qu'étranger, j'étais reçu avec méfiance, voire agressivité. J'ai d'ailleurs été souvent contrôlé. Il faut dire que j'étais à ce moment-là le seul expatrié probablement dans mon quartier. Je parle de quartier, mais bon, un quartier de canton, c'est 1 million d'habitants. Et au fur et à mesure, au fil des semaines, justement aussi parce que j'étais repérable, les autorités et les gens ont fini par ne plus me regarder de la même façon, parce qu'ils ont compris que je n'avais pas amené avec moi le virus. Par contre, c'est une expérience qui m'a permis de mieux comprendre ce que peuvent ressentir les gens qui font l'objet de suspicions en raison de leurs origines ou de leur couleur. Mais pour moi, ça n'a duré que quelques semaines. Ensuite,
Et j'ai mis plusieurs semaines à pouvoir trouver un billet d'avion pour rentrer en France, parce qu'il n'y avait pas de vol, puis très peu et à des prix exorbitants. Et je suis rentré donc en France au mois d'août. Et finalement, c'est ici que j'ai connu le confinement et le couvre-feu. Mais je suis très heureux quand même d'être ici. Et je serai très content aussi quand je pourrai repartir. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner. On se retrouve dans 2 semaines pour aborder ensemble le sujet de l'espace, de l'astronomie et on interviewera Jean-François Clairvoy qui est l'un des 10 Français à être allés dans l'espace.